ça. Vous êtes sur Radio Pulsar 95.9 dans l'émission Poitou Pop. Pour ce mois d'août, nous faisons des émissions un petit peu spéciales puisqu'il s'agit d'émissions préenregistrées avec des interviews fleuves que nous avions collectées par-ci par-là, notamment à la fête de l'humanité de Poitiers à Billard qui a eu lieu au mois de mai, de diverses associations, collectifs, personnalités qui sont investies dans le champ associatif et militant local. Bonne écoute. Pulsar. S'il te plaît, parle pas de petites sommes, parce que ça me trouble. Ah bah dis donc, tes problèmes sont résolus. Il y a pas mal de zéros. Il y en aura d'autres parce que je m'attaque au capitalisme. Tu te prends pour Karl Marx? Non, parce que je suis pas un théoricien, moi j'agis. Mais tu vas faire ça tout seul. Ben j'en ai bien peur, oui. Les étoiles en plus. Alors, on est donc à la fête de l'UMA avec Poitou Presse et Web 86 pour interviewer Alain de l'IHS 86. Alors déjà, est-ce que tu peux présenter un peu ce que c'est l'IHS 86? C'est quoi ses fonctions? C'est quoi ses particularités? Alors, l'IHS, c'est un institut créé par la CGT en 1982, je répète, et qui est chargé de traiter toutes les archives de la CGT, mais aussi de toutes les associations qui souhaitent qu'on le fasse. On n'est pas bloqué sur la CGT, même si on est partie intégrante de l'organisation. Et donc notre travail, il est pour l'instant. Alors on n'est pas des archivistes. C'est un métier. C'est pas notre boulot. Notre boulot à nous, il est de classer, c'est-à-dire de faire en sorte que ce que l'on remet aux archives départementales, avec lesquelles nous avons une convention, c'est qu'il n'y ait pas de n'importe quoi. On trie d'abord, on classe et on leur remet aux archives départementales pour faciliter et le travail des chercheurs et en même temps pour que la mémoire de la CGT ne se perde pas dans d'autres circuits que le circuit normal. Oui, parce qu'en fait, il y a énormément d'archives que vous avez des historiques de lutte. C'est quoi les plus vieilles archives justement que vous avez, tu penses? Les plus vieilles archives, ça s'étale de quelle période à quelle période à peu près La période, c'est à peu près de 1910 à nos jours. Et les plus vieilles que l'on ait, c'est les archives du syndicat du livre, qui sont bien avant la création de la CGT en 1895. Mais vous dire à partir de quelle date, je ne sais pas. D'accord. Et donc, vous, du coup, vous faites partie de l'organisation depuis combien de temps ? Moi, personnellement ? Oui. Alors, on fait un peu un CV. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, l'IHS était partie intégrante de l'UD. C'est-à-dire que, comme moi, j'étais syndiqué. Je suis syndiqué à la CGT depuis 1967. D'accord. Donc, j'étais membre de l'IHS depuis 1982, quand elle a été créée. Mais quand en 2015, lors des 120 ans de la CGT, on a décidé de rebooster un petit peu l'IHS. On a donc créé une association dans laquelle je suis le président, mais qui a un conseil d'administration de plus de 15 membres, de 16 membres exactement, et nous nous réunissons une fois par mois et nous travaillons. Les archives, c'est une fois par semaine, et voilà. Ok. Et surtout, c'est pas que à Poitiers, c'est-à-dire qu'en fait, dans tous les départements, il y a des IHS qui sont disponibles pour avoir les archives de lutte. Partout où il y a des militants qui ont envie de le faire. Parce que ça reste quand même du militantisme et du bénévolat. C'est pour ça qu'on trouve à l'IHS beaucoup de retraités, parce que malheureusement, enfin, le temps nous est compté par rapport à nos âges, mais nous est pas compté par rapport à notre activité, quoi. Alors par contre, chez les actifs, ça pose effectivement beaucoup de problèmes, mais on a beaucoup de syndicats qui nous donnent leurs archives à traiter.
Il faut être à la CGT pour être à Non. l'IHS CGT? Non, Ça peut être, vous pouvez venir. D'accord. J'ai des bulletins d'adhésion si vous souhaitez. Donc tu l'as dit, c'est pas que des archives de la CGT. Le but, c'est vraiment d'avoir une sorte d'historique commun des luttes passées pour en garder un souvenir présent. C'est exactement l'historique de l'activité sociale de ce département. Parce qu'on est départemental, on s'occupe pas des archives des syndicats qui sont dans les Deux-Sèvres, qui sont en Charente-Maritime. Je parle du Poitou-Charentes. Donc nous, on s'occupe que des archives de la Vienne. Là, il y a un IHS qui vient de se créer dans les Deux-Sèvres, qui a 1 an à peu près. Il y en a un en gestation en Charente-Maritime et il y en a un en Charente. Voilà, on travaille ensemble, mais maintenant on est plus région Nouvelle-Aquitaine. On travaille beaucoup sur la région. Mais on a peu d'archives, d'usines qui avaient une implantation régionale. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on est beaucoup plus départemental que régional. À Limoges, c'est le contraire. Parce que à Limoges, il y a peu de militants en Corrèze, il y a peu de militants dans la Creuse, donc ils ont un institut régional. Puis surtout, Limoges, c'est l'historique de la CGT, donc il y a un pas forcément. Pas forcément au niveau des archives, ça peut... Je sais pas, faudrait que qu'on pose la question, mais à ma connaissance, pas plus que nous. À Bordeaux, par contre, ils ont beaucoup d'archives. Et donc tu parlais d'une convention avec les archives départementales, c'est-à-dire qu'il y a certaines de vos archives, vous les donnez aux archives départementales. Attends, c'est bon. Pour qu'elles soient mieux gardées ? Pour qu'elles soient mieux conservées surtout. Et puis en même temps, mise à la disposition, il y a de temps en temps quelques chercheurs qui cherchent à savoir quelle a été l'activité de la CGT dans les années X. Et toutes les archives là sont aux archives départementales. Ouais, moi je me rappelle pendant mon master justement j'avais contacté l'IHS de Limoges qui m'avait fourni pas mal d'archives, donc en fait ça sert les étudiants, les chercheurs, mais finalement un peu tout le monde quoi. Un peu tout le monde. Et est-ce que vous avez un site internet ou un truc où on peut retrouver On a un site internet, je vous donnerai le papier tout à l'heure. Il n'y a pas de problème, on mettra tout en description. Je ne l'ai pas dans la tête, mais on a un site internet où toutes nos activités au jour le jour sont détaillées. On a un journal qui paraît une fois tous les 3 mois et à chaque fois on fait un dossier. Tous les dossiers sont sur le site. Et donc là, tu as un stand ici à la fête de l'UMA de Biard. Qu'est-ce que tu vends sur ton stand ? De tout. Enfin, pas de tout. Il y a même du poisson ? Non, j'ai pas les romans. J'ai pas les romans qu'on appelle les romans de gare, mais tout ce qui concerne l'activité sociale, tout ce qui peut concerner la CGT et en même temps toute l'activité sociale. Dans le sens le plus large possible. Et donc l'IHS, si jamais on veut venir sur place, où sont les locaux de l'IHS 86 ? Au 21 bis rue Arseneur-Hillard, à la Maison du Peuple, et au 2e étage, sous les combles, dans un bâtiment qui mériterait d'être rénové, ou tout du moins, où les syndicats mériteraient d'être plus mis en valeur. Plus mis en valeur et en même temps mis dans des conditions plus acceptables qu'aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui les bâtiments ils sont complètement détériorés ? J'en parle pas parce que sinon ils vont... c'est intéressant. On est là aussi pour parler de l'actualité locale. Monsieur Claes avait décidé de nous déménager et de vendre l'ensemble de la Maison du Peuple. Tous les bâtiments, ce qui représente quand même pas mal. Et de vendre à qui ? À mon avis, c'était certainement pas dans le social. Ouais. Il n'avait pas l'intention d'en faire une garderie, peut-être une garderie pour les vieux, mais alors c'était pour nous détruire. La municipalité de Madame de Montconduit avait décidé de poursuivre le projet, mais n'ont pas trouvé pour l'instant. Apparemment, la société qui devait le faire s'est désengagée. Donc, pour l'instant, on a une convention qui
pas une convention, je me rappelle plus comment ça s'appelle là. Tu veux continuer? Je peux continuer? Oui, nous c'est enregistré dans tous les cas. Et le bail, voilà, le bail qui nous lie à la Maison du Peuple a été reporté jusqu'en 2027. À mon avis, il y a quelques élections qui doivent, quelques dates d'élections qui doivent y jouer sur ce sujet-là. Mais après, vu la nouvelle municipalité, on a bien l'impression qu'on est appelé à partir, quoi. Et quels éléments vous avez pour vous battre contre ça, parce que vous n'avez pas envie de partir, j'imagine? Je pense que les éléments, ça sera ce qui se passe partout ailleurs, comme à Carcassonne aujourd'hui. Quoique c'est une autre bagarre. Carcassonne, où le maire interdit les syndicats d'être présents lors des commémorations. À Carcassonne, le maire veut les foutre dehors des locaux, quoi. Et donc nous, je pense que la seule réponse, ça sera la mobilisation des salariés, la mobilisation de la population. Vous savez, la Maison du Peuple à Poitiers, c'est une histoire dans l'histoire. Il y avait 3 lieux importants à Poitiers dans les années 1930. C'était la préfecture, la mairie et la Maison du Peuple. Parce qu'à la Maison du Peuple, il y avait une salle de spectacle et qui servait aux réunions politiques, aux réunions à des balles, à toutes les associations qui existaient à l'époque. Et donc c'est un peu dommage que cette histoire ne perdure pas et soit détruite, quoi. Donc nous, ce qu'on fera, on appellera certainement à la population à mais bon, est-ce qu'on arrivera à mobiliser sur ce sujet, c'est autre chose. S'il y a tous les syndicats qui sont dans ce bâtiment et qui se font mettre à la porte, j'espère bien qu'il y a les gens qui vont se battre pour que leurs locaux restent en ville. Espérons que tous les syndicats soient sur la même longueur d'onde à ce moment-là. La CFDT, si tu nous entends, je crois que c'est d'abord toi. Il n'y a pas que la CFDT, il y en a d'autres. Parce que tu penses qu'ils pourraient se faire acheter, entre guillemets, par des locaux flambant neufs ailleurs? Est-ce que c'est ça vraiment le nœud du problème, ou est-ce que c'est... Tu vois, parce que souvent il y a des choses comme ça alors, si on prend d'autres exemples que Poitiers, où en fait on va prendre des lieux un peu symboliques. Par exemple, il y a eu une mode dans les années 2010 avec les hôtels-dieux, qui étaient les hôpitaux, un peu les hospices finalement, pour les pauvres, et des lieux historiques, des lieux chargés d'histoire, qui étaient comme restés des hôpitaux un peu dans des centres-villes historiques. Par exemple, je pense à Marseille, à Lyon, et où en fait finalement les mairies, et parfois même des mairies entre guillemets de gauche, avaient décidé non, finalement on vous vire et on vend ça à des hôteliers, typiquement des hôtels de luxe. Donc entre guillemets on vire le lieu on installe des riches dans les lieux qui étaient le lieu des pauvres, en gros on va dire ça comme ça. Mais après ça marchait parce qu'en fait finalement on promettait peut-être aux soignants des lieux qui allaient être mieux, plus modernes, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça qui fait que ça faciliterait le fait de vous chasser, quoi? Je vais vous dire la proposition que nous avait fait la municipalité de Madame Monconduit, c'était de mettre l'ensemble des syndicats existants, y compris professionnels d'ailleurs, à la Maison des Jeunes et de la Culture d'Aliénor d'Aquitaine. Ce qui n'était pas... pour moi, personnellement, ce qui n'était pas convenable dans la mesure où la raison qu'avait donnée une adjointe, c'était qu'on pouvait se partager les bureaux. Sincèrement, syndicalement, je ne vois pas comment on peut faire. En même temps, je ne pense pas que ce soit sain. Si on était en capacité de faire qu'un seul syndicat, pourquoi pas. Un seul syndicat de masse. Voilà. Mais bon, je crois qu'on est loin du compte. Ouais. Et non, je ne sais pas quelles seraient les décisions en tout état de cause. Ils veulent vraiment nous virer du centre-ville. D'ailleurs, on avait fait une conférence il y a 2 ans sur le syndicalisme, et en particulier sur le syndicalisme dans les villes, et on s'aperçoit que dans les villes ils en veulent plus, quoi. Oui, il y a de plus en plus des politiques qui visent à sortir du centre déjà la politique
Et donc du coup après la politique elle a du mal à se retrouver sur les contours de la ville parce que déjà c'est des lieux compliqués où de base la politique est pas trop. Donc en fait il y a vraiment une sorte d'ostracisation des syndicats, on a l'impression aujourd'hui depuis 5 ans où on a vraiment la volonté de les isoler complètement. Ouais, c'est un peu bizarre parce que en même temps ils ont construit un tiers-lieu dans l'ancienne caserne des pompiers et qui est un bâtiment magnifique qui aurait fait une très belle bourse. C'est ça, et en plus ça c'est le tiers-lieu donc privatisé par la municipalité Monconduit, d'ailleurs qu'elle a à cœur, qu'elle veut continuer, etc. On a senti que pendant la campagne c'était sa quête, où du coup à la fois c'est un tiers-lieu, mais à la fois en plus ça a été privatisé à moitié, où ça devient des bureaux, etc. En fait ça aurait pu être un grand bâtiment public en accès pour les syndicats, les associations, etc. En bas je sais pas ce qu'il y a, c'est des magasins je pense. Il y a un restaurant, restaurant-bar qui est mis. Pour être plus précis, c'est un peu un complexe où il y a à la fois de l'économie sociale et solidaire, donc des entreprises, mais des associations, quelques structures comme la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire, un bar et une auberge de jeunesse en gros. Donc il y a peut-être une partie un peu publique ou mixte avec l'auberge de jeunesse, mais voilà, c'est vrai que ça change un petit peu. Oui, c'est quand même un but lucratif. À moitié. Il n'y avait pas un foyer aussi? Je crois qu'il y avait un foyer. C'est une auberge de jeunesse maintenant, c'est devenu une auberge de jeunesse. Ah oui, une auberge de jeunesse, une annexe à l'auberge de jeunesse. Ouais. Enfin bon, on voit que du coup t'as bien tout l'historique de la lutte locale, surtout l'historique des bâtiments qui est extrêmement important vu que les bâtiments aussi ont une histoire et sont importants dans les luttes sociales. Donc on le rappelle, t'es à l'IHS 86. Est-ce que quelqu'un autour de la table avait envie de prolonger une thématique? Peut-être faire une question plus mettre en contexte avec une actualité plus nationale ou internationale. Est-ce qu'il n'y a pas entre guillemets un devoir de mémoire ou du moins un autre devoir de mémoire et que c'est d'autant plus criant aujourd'hui? J'ai un exemple alors ça fait peut-être déjà quelques années, mais c'est quelque chose qui est pas mal cité. Il y a eu en 2019 au Parlement européen une résolution qui disait par exemple qu'il fallait mettre qui mettait le nazisme et le communisme sur le même plan. Et ça c'est un exemple parmi d'autres, et cette résolution a été votée par toute la droite, y compris jusqu'à une partie de la gauche modérée quoi, on va dire, au niveau européen, et du coup par un petit peu cet anticommunisme qui finalement est alimenté et qui en fait sert un petit peu et enfin ça alimente une logique un peu fasciste aussi. Est-ce que c'est pas d'autant plus important de le faire maintenant en 2026 que peut-être en 2010, de ce travail que vous faites d'un petit peu de rappeler la mémoire ouvrière, la mémoire des luttes et la mémoire aussi aussi parce que j'imagine à l'IHS CGT il y a peut-être aussi des choses en lien avec la résistance notamment que vous devez aussi, sur lesquelles vous devez travailler. Et pour compléter ce que tu dis, en 2006 il y avait ça, mais il y avait également il y a pas longtemps il y a un monument qui a été fait en souvenir des millions de morts dus au communisme. Donc il y a ça c'était cette année, l'an dernier, le monument aux morts de Saint-Raphaël, qui était un monument aux morts à la gloire de résistants communistes, qui a été enlevé et qui a été remplacé par un monument pour les 100 millions de morts. Soi-disant 110 millions de morts. Effectivement, dans notre travail de mémoire, la lutte contre le fascisme a toute sa place, dans la mesure où d'ailleurs il y a des sessions de formation à la CGT qui sont sur ce thème, mais en même temps, nous, notre travail de mémoire, il peut être... pareil, quoi. Quand on parle de travail de mémoire, le syndicalisme des années 1900, c'est pas le même que celui des années 1930, ni celui d'aujourd'hui, quoi. Et donc il y a des comment dirais-je, des thèmes qui sont plus d'actualité aujourd'hui qu'ils pouvaient l'être en 1900. Le fascisme, il n'existait pas, même si le capitalisme existait. Et donc les luttes étaient complètement différentes, quoi. Et moi j'ai lu un bouquin dernièrement qui est sur Albertès, qui était un communard et qui était on dit que le syndicalisme existe depuis 1884, il existait depuis bien avant, et malheureusement je crois qu'on ne s'en rappelle pas, et dans des conditions qui ne sont pas celles d'aujourd'hui. Oui, c'était des regroupements de travailleurs. Par métier. C'est ça, exactement, par métier. Coopération, non ? C'est ça, c'était des sortes de coopérations solidaires, etc. Et de quoi ? Corporation solidaire, et à la fin, ça a amené le syndicalisme, vu que justement, vu qu'il y a eu un rapport de force où ils se sont regroupés, ils ont dit maintenant on a le droit d'exister, vous devez nous mettre... Ce qui a créé les secours mutuels
les secours mutuels, les caisses de secours mutuels étaient les ancêtres du syndicalisme. Et bien justement, peut-être, est-ce que c'est en lien avec le mot bourse du travail? Parce qu'on emploie ce mot-là, mais en fait, c'est quoi une bourse de travail, peut-être pour faire un petit rappel historique? À l'époque, la bourse du travail, c'était pas là où on venait chercher du travail. C'était là où on faisait de la formation professionnelle. D'ailleurs, la formation professionnelle, au départ, elle était faite que dans les bourses du travail. Elle n'était pas faite ailleurs. Les patrons s'en foutaient complètement. Quand le salarié n'était plus bon à fournir, à avoir de la force du travail, on le foutait dehors, quoi. C'était pas compliqué. Et là, maintenant, il y a eu cette organisation qui a fait que les bourses du travail, c'est à partir des bourses du travail qu'ont été créés les syndicats. Enfin, la CGT, elle a été créée par la collaboration des syndicats de métier et des bourses du travail. Ok. Bah écoute, merci beaucoup Alain d'avoir répondu à nos questions, d'avoir un peu plus étayé le sujet. Donc tu fais partie de l'IHS CGT 86. Et si jamais il y a des gens qui sont intéressés justement par cette question de mémoire sociale, etc., bah, ils peuvent venir te voir. Et pareil, si des étudiants nous écoutent et qu'ils ont un devoir à faire historique sur les luttes locales, ils peuvent aussi vous contacter avec nous. Tout à fait. Et si les militants veulent se mobiliser pour lutter prochainement pour le maintien des bâtiments, de la Maison du Peuple, tout à fait. Là. Et s'ils veulent adhérer à l'IHS, comme on est une association, il y a des adhésions. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Plus ça. Une fois de plus, l'Église, l'allié traditionnel du capitalisme, veut museler les travailleurs. Les travailleurs seront malgré tout se faire entendre et montrer du doigt celui qui les trahit, celui qui les exploite, celui qui se fout de leur gueule. Ça ne peut plus durer. Debout les derniers de la terre. Les étoiles en plus. Bonjour, Étienne et Hector de BNM 86, Bassine Non Merci 86. Salut. Donc, bonjour. L'eau est au cœur des luttes en ce moment. L'eau en tant que bien commun, l'eau pour tout le monde. Dernièrement, on a eu par exemple le procès de Julien Leguet à Poitiers. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Eh bien, globalement, sur le procès de Julien Leguet, il a été condamné du coup à 6 mois avec bracelet électronique à domicile et 20 000 € d'amende en plus. Donc il y a différentes cagnottes qui ont été ouvertes pour pouvoir soutenir le mouvement. D'accord. Est-ce que c'est pas un peu pour intimider, pour casser le leader de la lutte anti-bassine ? Oui, voilà, c'est certainement leur stratégie. Il y a aussi les procès de Sainte-Soline 2 qui arrivent bientôt, on en reparlera après, mais voilà, il y a cette volonté de freiner le mouvement, mais voilà, il coupe une tête, il en repoussera 10. Vu que là, le procès de Julien Leguet, donc c'est pour la première grosse manif, vu qu'en fait c'était la deuxième manif à Sainte-Soline, mais c'est la première grosse manif de Sainte-Soline où du coup il y avait Julien Leguet, mais des syndicalistes aussi, qui étaient en procès pour avoir organisé une énorme manifestation. Alors ça, c'est le procès qui arrive courant mai, mais le procès qui vient d'avoir lieu, c'est pour des faits plus anciens, plusieurs faits regroupés. Des faits sur des manifs plus anciennes, pas à Sainte-Soline, mais ailleurs dans le Marais, avec où des grilles ont été tombées, et du coup, ayant pris la parole, il a été tenu pour responsable de ce qui s'était passé, mais aussi d'autres événements comme des tags ou des choses comme ça. Et le 21, à Paris, il y aura aussi un autre procès ? Voilà, encore un autre procès, là lui pour des injures qu'il a tenues auprès de la préfète Dubé, qui était préfète des Deux-Sèvres pendant toute la grosse période des manifestations anti-bassines. Voilà. Et donc la guerre de l'eau, on peut l'appeler comme ça, vu que c'est une guerre finalement face au capital qui s'apprivoise toute la qualité de l'eau, enfin toute l'eau, elle est d'actualité. À Poitiers, très souvent l'été, il y a des appels à pas trop consommer d'eau vu qu'il n'y a pas assez d'eau dans les nappes phréatiques. Et pour autant, on a l'impression, notamment pour la FNSEA, qu'en fait c'est une sorte de problème de bobos du centre-ville qui sont pas dans le concret, alors qu'en fait c'est un problème qui touche tout le monde, mais qui touche pas uniquement les centres-villes, bien au contraire. On pense par exemple au marais Poitevin qui est de plus en plus asséché. C'est un problème au quotidien, quoi. Ouais, exactement. Il y a... De toute façon, le département de la Vienne, il est pas placé depuis les années 80 en zone de répartition des eaux. C'est pour ça qu'il y a des quotas pour l'irrigation, c'est pour ça que c'est très encadré tout ça. Et voilà, malgré tout, la volonté de l'État, au travers de leurs représentants locaux qui sont les préfets, c'est de continuer ces projets de bassines, de les favoriser dans tous les cas.
Donc dans la Vienne, on n'a toujours pas de construit et on fera tout pour qu'il n'y en ait pas. Même il y a eu des annulations, je crois, dans la vallée du Clin, ils voulaient construire des bassines, je crois que la justice a dit bonjour, c'est non. Voilà, alors c'est plutôt par rapport au coût, la rentabilité, etc. où là l'ancien préfet qui est désormais parti a annoncé la fin des méga-bassines. Il les a pas annulés pour autant, donc le nouveau préfet pourrait tout à fait ressortir cet ancien arrêté préfectoral. Mais globalement, aujourd'hui, il se dirige plus vers des bassines individuelles pour ceux qui en ont les moyens et qui sont vraiment une poignée, vraiment les plus gros irrigants. Notamment, là, la seule qui bénéficie d'un arrêté préfectoral, c'est celle de Pierre Hay sur la commune de Brion. Lui, à lui tout seul, il a 15% des volumes d'irrigation de tout son sous-bassin, donc le bassin de la Clouère, ce qui est énorme, c'est plus de 500 000 m3 à lui tout seul. Et là, avec cette bassine, si elle venait à voir le jour, ce serait encore des mètres cubes qui s'ajouteraient, à peu près 130 000 mètres cubes en plus. Et donc, c'est un peu encadré quand même la construction de ces projets. Donc, c'est que dans la période hivernale qu'ils ont le droit de les construire, puis de les remplir. Parce que, pour des raisons environnementales, du 1er avril au 1er septembre, c'est interdit de commencer les chantiers. Donc là, avec la mobilisation qui a eu lieu cet hiver, ce Pierre Hay qui se retrouve un peu isolé, on a réussi à empêcher le départ. Voilà, maintenant on n'est pas dupe sur le fait qu'ils vont tout faire pour commencer dès début septembre les projets et on sent arriver les autres projets aussi. Notamment là il y a le PAR qui est sorti, donc PAR c'est plan annuel de répartition. C'est-à-dire pour l'irrigation, comme on l'a dit, on est en zone de répartition des eaux, donc il y a un volume d'eau qui est alloué à l'irrigation pour l'année. Il y a des volumes estivaux et hivernaux et chaque année il est actualisé et là il y a écrit quel volume d'eau est attribué à quoi. Et là dans le parc qui vient de sortir, il y a trois nouvelles lignes dans le tableau qui concernent toutes les trois des bassines, donc celle de Brion mais aussi une du côté de Chalandré. Donc ça c'est sur la route de Parthenay au bord du département après Vouillé, et la troisième ce serait du côté de Pressac dans le sud-sud département près de Confolens. Et donc voilà, on pourrait avoir une envie du côté de la préfecture d'essayer de commencer tous ces projets-là dès cet automne, quoi. Et on constate qu'en fait, il y a plein de projets écocides, on peut les appeler comme ça, qui sont faits dans cette fin de mandature d'Emmanuel Macron. On pense à la 69 où ça a été signé, le fait qu'il y aurait un apport d'argent, etc. Donc là, on sort de l'eau, mais c'est dans la même chose, vu qu'en fait, ça détruit des écosystèmes sur la route, alors que finalement, il y a déjà une route en place. Et en plus de ça, il y a une répression politique, comme t'en parlais, Émilie, au tout début de l'interview. Darmanin qui traitait les manifestants de Sainte-Soline d'éco-terroristes. Comment est-ce que justement on milite avec ce poids tout le temps de la répression au-dessus de la tête ? C'est sûr que nous on continue de s'organiser collectivement, c'est pas ça qui nous fera reculer. On voit aussi que ces attaques successives elles amènent à ce que certains passent à la vitesse supérieure. On l'a vu la semaine dernière, je sais pas si vous avez vu passer, mais il y a 2 débâchages de bassines qui ont été revendiqués, un dans la Vienne, un dans les Deux-Sèvres. Ça semble être, nous en tout cas de notre côté, ça nous semble une colère légitime exprimée par ces habitants du Poitou, quoi. Voilà. Oui, parce que du coup cet accaparement des ressources par les gros exploitants, du coup ça a des répercussions directes sur les petits paysans. Je savais qu'il y avait un documentaire Arte qui était sorti après Sainte-Soline où il y avait des agriculteurs qui s'exprimaient sur le fait qu'eux ils n'avaient plus du tout assez d'eau pour leur exploitation, alors que c'est eux qui contribuent directement à l'économie locale. Est-ce que vous savez si les gros exploitants, est-ce qu'ils exportent leurs marchandises ou ceux qui ont les méga-bassines, en fait, ils font quoi de leur exploitation ? Les méga-bassines avec tous les défauts qu'elles ont, elles sont quand même pour plusieurs agriculteurs qui vont être raccordés à ça. Alors ce sera toujours les plus gros agriculteurs qui pourront être raccordés, et il y a déjà très peu de démocratie vis-à-vis de ça. Là, le modèle comme on le voit dans la Vienne avec des bassines individuelles, c'est que du coup c'est vraiment pour les quelques plus gros, quoi, qui peuvent se la payer eux-mêmes, etc. Donc on est c'est encore plus un accaparement. Et après oui, très souvent c'est des spéculateurs qui sont reliés aux grosses coopératives qui elles vont stocker tout ce grain, tout ce blé par exemple, tout ce maïs, qui vont le stocker dans les énormes silos du port de La Rochelle notamment,
Et eux, ils vont regarder après le cours du grain, du blé. Il y a un cours du blé vraiment, je crois que c'est à Chicago. Et ils vont pouvoir exporter au moment où c'est le plus rentable pour eux. Et donc faire vraiment de la spéculation sur ce modèle agricole, quoi. Et d'ailleurs, je me rappelle d'une action, je crois, qui avait été faite à La Rochelle il y a 2 ans, il me semble. Parce que c'est important aussi, il n'y a pas que les bassines, finalement. Il y a tout le principe d'export, import de la marchandise. Le fait en France de faire énormément de maïs, qui est avant tout dû à l'exportation. Le maïs qui a besoin d'énormément de quantité d'eau, qui n'est pas forcément dans son environnement le plus propice pour pousser, etc. En fait, c'est pas uniquement la question de l'eau, c'est vraiment la question de la marchandisation totale de l'agriculture et du modèle économique. Oui, peut-être dire que ça s'inscrit aussi dans une lutte contre tout le système agro-industriel, en fait, et que tu parlais des méga projets ou des projets, des grands projets inutiles, en fait. C'est une offensive qui est toujours faite contre la terre, qui est toujours faite contre le monde agricole et qui est plus largement faite contre les ressources qui tentent d'être accaparées. Et de dire aussi que là on a beaucoup parlé de procès, là on a beaucoup parlé d'attaques, d'offensives, mais contre notre organisation. De dire que nous on veut y répondre de manière festive aussi, et c'est pour ça qu'on voulait aussi vous inviter à des rendez-vous. Le 27 mai, alors je sais pas quand ça va sortir votre truc, mais le 27 mai du coup prochain, il y aura le procès en appel de Sainte-Soline 2 qui se déroulera à Poitiers. On peut vous donner rendez-vous devant le tribunal, le palais de justice à Poitiers, où il y a un petit événement festif. Et donc l'idée c'est aussi de répondre aussi de manière en luttant joyeusement, et aussi en étant offensif, quoi, et pas uniquement dans la défense dans le fait de subir des attaques, quoi. Et donc c'est quoi, vous, la finalité politique, on va dire? Parce que derrière il y a la lutte, il y a aussi la volonté d'une finalité politique. Vous la voyez comment, justement, cette gestion de l'eau, cette gestion, on va dire, agricole? Vous n'êtes peut-être pas agriculteur, donc je ne vais pas vous demander comment se passent les exploitations, etc. Mais quand vous militez, c'est quoi justement l'idée que vous avez derrière au niveau du traitement de l'eau? On a quand même des agriculteurs, agricultrices dans le collectif, dans les réseaux camarades, etc. Qui portent des idées. C'est sûr que fut un temps ont été commencés à réfléchir donc, à l'époque où le PTGE avait encore le PTGE, c'est le PTGE avait encore c'est quoi la ah oui, pardon, c'est le projet territorial de gestion de l'eau. Donc c'est un peu dire à quoi l'eau va servir dans notre département. Au moment où aujourd'hui le préfet il est complètement passé au-dessus de ça, il s'en fiche de respecter le processus démocratique, etc. Au moment où ça c'était encore d'actualité, il y avait la volonté d'en faire un citoyen pour justement montrer un autre partage de l'eau. Et du coup c'est pas nous qui allons inventer ça, mais en tout cas qui est une démocratie. Enfin, c'est pas nous tout seuls, BNM 86, qui allons créer ce PTGE là, mais en tout cas plusieurs citoyens, des spécialistes, des non spécialistes et des riverains, des riveraines. Voilà, en tout cas co-construire les choses ensemble et pas un accaparement par certains pour toujours plus d'argent. Dans les alternatives, il y a le côté technique par rapport à l'eau ou politique. Mais est-ce que le problème des bassines, c'est pas aussi au-delà de la question de l'eau? C'est-à-dire que par exemple, si je prends les arguments qui sont avancés à tort ou à raison par certains agriculteurs ou par les gens qui prétendent les défendre, il y a l'idée que c'est pour eux c'est vital de pouvoir irriguer parce que derrière c'est leurs revenus qu'en dépendent. Donc est-ce que si on prend aussi donc des questions qui sont plus liées aux revenus des agriculteurs, est-ce que la solution elle n'est pas comme ça aussi de mettre aussi en place d'autres dispositifs comme la sécurité sociale d'alimentation ou des choses qui permettraient de sécuriser les revenus des agriculteurs indépendamment de la question de l'eau? Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous travaillez En tout cas, par rapport à ça, moi ça me fait penser qu'il y a quelques semaines du côté de Brion, justement là où il y a le seul projet actuellement qui pourrait démarrer, il y a eu une réunion, une discussion publique organisée il y a quelques semaines où étaient présents à la fois des membres du collectif Citoyens Sud-Vienne qui ont organisé cette réunion, mais aussi des membres de BNM, mais aussi des agriculteurs, dont des irrigants. Et ce qui en est ressorti quand même, c'est un enfermement dans un système où, avec toujours plus de prêts, toujours plus d'endettement de la part des agriculteurs et du coup toujours plus de production
pour essayer d'en survivre et ils sont vraiment enfermés dans ce modèle-là. Donc il y a vraiment une question sociale aussi derrière on n'est pas du tout contre les agriculteurs et eux aussi ils sont enfermés dans un système qui ne nous va pas, qui leur va pas. Après oui, il existe plein d'alternatives. Nous du côté de BNM, on est plutôt là pour imposer un rapport de force vis-à-vis de ces projets-là. Mais après bien sûr qu'on soutient toutes les initiatives, comme tu peux le dire, de sécurité sociale de l'alimentation, etc. Où on sera toujours là pour soutenir, mais que nous, notre fer de lance, entre guillemets, c'est vraiment de poser un rapport de force et d'empêcher les projets de voir le jour. L'un des premiers problèmes, c'est peut-être aussi que la Chambre d'agriculture soit tenue par la FNSEA et la coordination rurale, non ? La coordination rurale seule, je crois. C'est la coordination rurale seule, en tout cas. Seule la coordination rurale, excusez-moi. Dans la Vienne, et peut-être, non, 79, c'est FNSEA, voilà. Non, je repense au poids qu'ils ont, donc dans la loi. Et c'est pourtant, en plus, dernièrement, il y a eu les 3 ans de Sainte-Soline qui ont été fêtés à Poitiers. Et quand l'outarde décorative est arrivée place du marché, et que les militants se sont fait caillarder caillassés par des œufs, c'était bien la coordination rurale. Donc il y a quand même quelque chose qu'il faut changer, quoi. Oui, on parlait d'un système qui enferme aussi les agriculteurs, etc. Et je pense que là, les gens qui ont exprimé cette colère avec des méthodes qui nous vont pas, c'est pas dans le dialogue, c'est uniquement par la violence, etc. On rappelle que la coordination rurale, c'est quand même le syndicat agricole qui est proche de l'extrême droite. Donc bien sûr, c'est pas du tout nos alliés politiques, mais on voit bien que ces gens-là, ils sont aussi pour partie enfermés dans ce système-là et peuvent pas s'en dépêtrer. Et s'ils expriment leur colère tous les ans, aussi de manière générale, le monde agricole, c'est qu'on voit bien que ce système, il est adapté pour personne. Et ils sont coincés. On a eu un agriculteur qui a pris la parole pendant la soirée tenue par le CSV de Agencet par rapport à Brion, qui nous expliquait son parcours et qui disait bien à la fin que de toute façon, ils ont 2 solutions, c'est une balle ou la corde. C'était quand même assez flagrant la situation dans laquelle ils se trouvaient. Après, choisir de se mettre dans la coordination rurale, c'est encore un autre truc, quoi. Et donc derrière tout ça, justement, la question de l'irrigation est une question éminemment politique, finalement. C'est pas juste une question de moi je tire un coup de ma couette et toi tu tires la tienne. C'est une question très politique. C'est d'ailleurs pour ça que très souvent dans les municipales maintenant, on a la question des mètres cubes d'eau qui gratuit, et ce débat est mis en place par la France Insoumise, entre autres. Et donc justement, le débat de l'eau, il est extrêmement important. Et est-ce que vous sentez aujourd'hui que ce débat il est pris au sérieux ? Parce que quand je parle à des gens qui ne sont pas forcément renseignés sur la question de l'eau, tu as l'impression que tant qu'il y a de l'eau dans le robinet, ils ne se formeront jamais à cette question. Alors qu'en fait, comme c'est un problème invisible, et finalement, tu ne le vois pas assez. Je pense qu'avec les crises climatiques successives, dans l'imaginaire collectif, c'est de plus en plus présent quand même, les questions de l'eau, même médiatiquement, c'est quand même de plus en plus présent. Après, nous, on n'est pas du tout contre l'irrigation. C'est juste quelle irrigation, pour qui, pour quelle culture. C'est sûr que si c'est pour des plantes qui demandent énormément d'eau, comme le maïs, qui vont être au final exportées, ou pour nourrir des bêtes, etc., ça questionne aussi sur les questions de souveraineté alimentaire, etc. Si jamais des gens veulent rejoindre votre organisation, comment est-ce qu'ils font s'ils ont envie de se mobiliser sur la question de l'eau ? Peut-être dire que, en tout cas, le meilleur moyen, c'est aussi de venir nous voir dans ces événements-là, quand on tient des stands, quand on se mobilise, de ne pas hésiter à venir aussi sur nos rassemblements. Je peux continuer aussi mon petit tour de pub, mais de vous dire qu'à l'été, il y aura aussi des mobilisations localement sur Brion, peut-être aussi du coup sur Pressac, donc plus dans le sud-Vienne. Donc de ne pas hésiter à nous suivre aussi sur nos réseaux, dans nos réseaux camarades aussi. Et puis de vous dire aussi que une autre bonne occasion de se mobiliser sur ces questions et de venir nous voir, ce sera peut-être à l'automne lorsqu'il y aura une mobilisation bassine. Et si jamais il y a un début de chantier aussi, c'est certain que ce sera au cœur de la question de cette mobilisation et aussi l'endroit où elle se déroulera sûrement. Ok, est-ce que quelqu'un avait une autre question à approfondir ? Non ? Vous vouliez rajouter quelque chose ? Émilie, Noba Saran ! Voilà, Noba Saran. Quelque chose d'autre à rajouter ? Non, c'est bon. C'est parfait. Alors, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Pulsar.
Alors c'est de plus en plus catastrophique, le groupe va s'écrouler. On peut quand même pas être les complices d'un suicide. Benoît le Pape, les travailleurs ne laisseront pas saboter le formidable outil qu'ils ont contribué à forger. Indignés par ton attitude, ils décident de gérer eux-mêmes le groupe. Vive l'autogestion! Vive l'autogestion! Ah, tout de même. Les étoiles en plus. Voilà, c'est la fin de l'émission. Nous sommes sur Radio Pulsar 95.9. C'était l'émission Poitou Pop. Pour ce mois d'août, nous diffusions des interviews de diverses personnalités ou collectifs locaux investis à Poitiers, que nous avions enregistrés notamment à la Fête de l'Humanité de Poitiers à Billard. Retrouvez-nous la semaine prochaine sur la même heure, à 19h le jeudi, pour d'autres interviews du même type.